Je m'appelle Micheline Bourque. Je suis la fondatrice et la présidente du Club de lecture Affaires. On va fêter en février nos 2 ans d'existence. Notre mission est de promouvoir le livre d'affaires comme outil d'apprentissage et de créer des activités autour du livre qui nous permettent d'apprendre ensemble. C'est vraiment la grande motivation derrière tout ça, c'est de créer des moments pour apprendre ensemble. Si ça vous intéresse de faire des tweets, de parler de nous, nous sommes sur Twitter avec Lecture Affaires, même chose sur Facebook, évidemment notre site web. Je suis vraiment très honorée d'être là. Je remercie d'ailleurs le Salon du Livre de nous avoir laissé une place pour une première fois de l'histoire du Salon pour s'entretenir autour du livre d'affaires. Je suis vraiment très émue de cette occasion. Je rêve d'avoir une renaissance du livre d'affaires. Je rêve de faire rayonner notre savoir outre-frontières via le livre. Je rêve d'être reconnue dans la francophonie puis de réunir des gens autour du livre pour des discussions et cette notion de pouvoir apprendre ensemble. On sait que le monde de l'édition est en pleine mutation. L'arrivée du web a créé énormément de changements, que ce soit l'édition numérique, l'autopublication, des problèmes ou des changements dans la distribution. Tous les secteurs d'activité sont affectés. Cette nouvelle réalité affecte également le livre d'affaires et c'est pourquoi cette table ronde, nous, on va sortir le livre d'affaires de sa petite étagère en fond des librairies. On va le faire ressortir et on va engager une première discussion autour de ça. Alors, j'ai réuni des gens qui s'y connaissent et je me sens vraiment très honorée. Je vais les présenter à tour de rôle. Madame Isabelle Quentin, maître éditeur. Isabelle Quentin est connue beaucoup dans le milieu du livre d'affaires. Son parcours professionnel l'a menée à occuper des rôles et des postes diversifiés au sein de l'industrie. Elle s'est toujours beaucoup impliquée dans ce milieu à travers différents comités, conseils d'administration. En fait, la liste est tellement longue qu'on pourrait passer l'après-midi à le faire. Elle a tout fait dans le milieu du livre, mais principalement comme éditrice. Sa maison qui porte son nom, Isabelle Quentin, maître éditeur, fond du édition conseil, de la stratégie contenu, de la gestion de projets multiplateformes, cela en anglais et en français. Sa niche, le beau livre d'entreprise, le livre d'entrepreneur. Sa spécialité, c'est la vulgarisation, et notamment à travers ses livres d'affaires. C'est à ce titre qu'elle se joint ici. Merci d'être là, Isabelle. Monsieur Marc Boutet, président, directeur général et cofondateur de Demarc. Une petite bio, ce qui devait être un simple emploi d'été s'est transformé en véritable projet de vie pour lui. Il a fondé Demarc à l'âge de 15 ans. Il aura su faire preuve d'avant-gardisme et d'innovation de façon constante dans sa carrière. Et maintenant, depuis 25 ans, il a su se renouveler et permettre à son entreprise de prospérer. Son flair, son ambition, ses habiletés relationnelles et sa capacité à partager font de lui un entrepreneur reconnu dans son milieu. Reconnu. Marc a toujours cherché à mettre ses forces au service de la culture. J'espère que le livre d'affaires fait partie de la culture, une source de passion pour lui. Il imaginait la création d'un véritable réseau d'affaires international autour du livre numérique. Aujourd'hui, son entreprise opère une plateforme internationale de distribution de livres numériques qui relie 1300 partenaires dans 40 pays, concrétisant ainsi son objectif de faire rayonner la culture et la rendre accessible à tous. Alors, vous voyez comment honoré qu'on est de l'avoir avec nous. Merci, M. Boutet, d'être là. Merci beaucoup. Diane Ouellette est directrice générale de la Société de gestion de la Banque de titres de langue française. BTLF est un agrégateur de contenu spécialisé. La plupart d'entre nous, on ne connaît pas ça. Mais c'est une entreprise, une organisation au service de l'industrie. Cette organisation est reconnue comme leader au cœur de la chaîne du livre. 2 services bien connus des professionnels, Memento, le seul catalogue en ligne des publications francophones, et Gaspard, un service d'information sur les ventes de livres en français. Une dame légèrement passionnée, Diane, femme très passionnée. Elle possède une grande expérience dans la direction d'organisation. Elle œuvre dans le milieu du livre depuis plus de 15 ans. Elle s'y distingue en contribuant à l'avancement des outils d'information au service de l'industrie du livre et aux standards dans ce domaine. Merci beaucoup, Madame Ouellette. Merci, Micheline. Non la moindre, une collègue, une amie, une personne qui a été très impliquée au niveau du club, Madame Paul Genet, ARP, important de le dire, présidente PGPR, Relations publiques.
Elle compte 30 ans de métier dans la gestion des communications, principalement dans le domaine des relations publiques. Ses compétences en gestion, en formation, en organisation, en développement des affaires la soutiennent dans ses fonctions de dirigeante d'entreprise. Son leadership, sa créativité, son esprit stratégique font d'elle une femme recherchée dans le milieu des relations publiques. De nombreux prix de reconnaissance professionnelle attestent de la qualité de son travail et de son implication dans la communauté. Elle a d'ailleurs travaillé avec plusieurs auteurs, dont Jean-Louis Roy, qu'on a eu le plaisir de recevoir au niveau du club de lecture. Donc aujourd'hui, le thème, c'est à la découverte du livre d'affaires. C'est la première fois qu'on parle du livre d'affaires au salon. Alors, on va initier la discussion sur cette base-là. À la découverte du livre d'affaires, constat, enjeu, opportunité. Chacun des panélistes a fait une petite présentation de 3-4 minutes, peut-être 5, on va voir. Et après ça, on va entamer une petite discussion. Donc, la première désignée va être Mme Isabelle Quentin. C'est elle qui est toute à l'extrême là-bas. Alors, Isabelle, on t'écoute avec beaucoup d'intérêt. Merci, Micheline. Premier constat, l'explosion. Tout genre confondu, il se publie environ 90 000 livres en français par année, dont plus de la moitié sont des nouveautés. Ça veut dire, grosso modo, que 1000 nouveaux titres arrivent sur le marché chaque semaine. Ajoutons à cela une offre sans cesse grandissante de contenu culturel et d'informations gratuites. En 2010, nous dit Google Books, toutes langues confondues, il y avait déjà plus de 130 millions de livres qui avaient été publiés dans le monde. Deuxième constat, l'implosion. Regardez autour de vous. Ce salon présente surtout les nouveautés de l'année. Combien de titres allez-vous explorer aujourd'hui? Il y en a 1000 qui sont classés en sciences sociales, parmi lesquels on retrouve les livres d'affaires. Le principal enjeu lié à l'explosion est sans aucun doute celui de la visibilité pour les titres et les auteurs que nous publions. Du côté des médias traditionnels, il y a peu d'émissions de télé ou de radio qui parlent de livres tout court, encore moins de livres d'affaires. Même Radio-Canada voit son assiette de revenus publicitaires fondre année après année. A tendance à nous présenter toujours les mêmes personnes connues, des valeurs sûres pour les cotes d'écoute. Les magazines et journaux vivent une grande concentration, ce qui les amène à favoriser la convergence, c'est-à-dire à parler, eux aussi, des mêmes sujets et des mêmes personnes. Du côté des nouveaux médias, le foisonnement d'informations est tel que la veille technologique, notamment grâce au web sémantique, nécessite d'énormes ressources financières ou de temps. Ici encore, on y lit peu d'analyses de contenu, incluant de livres, et on trouve, somme toute, assez peu de nouvelles informations, beaucoup de répétitions. Les enjeux liés à l'implosion sont réels. Notre espace visuel, physique, mental ne peut en absorber davantage. J'y réponds par des questions. Combien de temps et sur quel espace le libraire peut-il de nos jours présenter les livres disponibles? Il y a quelques années, une nouveauté pouvait être trouvée en librairie pendant 1 an. Maintenant, c'est à peu près 3 semaines, pour la plupart des titres en tout cas. Quelle stratégie de diffusion, c'est-à-dire annoncer aux personnes intéressées l'apparition d'un nouveau titre, peut-on déployer sans ajouter à la surcharge d'informations à laquelle elle est confrontée? Et vu cette multiplication des lieux de diffusion et de distribution, comment produire des ouvrages de qualité, papier ou électronique, dont les coûts de fabrication augmentent et dont les revenus par titre chutent puisque les tirages baissent? Maintenant que vous êtes bien déprimés, là, heureusement, qui dit problème, dit solution. Parmi celles-ci, j'en nomme 2, la qualité et l'intelligence. Depuis toujours, nous choisissons de publier peu de titres, de ne publier que des auteurs qui apportent un éclairage nouveau sur un sujet et qui font participer le lecteur. Un bon livre d'affaires, le saviez-vous, coûte cher à produire. Nos auteurs, tous parfaits dans leur genre, sont des experts, pas des écrivains. Notre rôle est de les accompagner pour bien structurer le message écrit, de lui donner une forme attrayante, stimulante. Nos lecteurs, eux, vous, doivent être guidés pas à pas sans jamais souffrir de l'absence physique de l'expert.
À nous donc, éditeurs et professionnels du livre, peu importe la forme qu'il prend et prendra dans le temps, de nous pousser dans le meilleur de nous-mêmes, de vous offrir une matière dont la lecture vous apprendra quelque chose, vous inspirera, vous fera vivre une expérience unique. Un jour, les sabotiers ont disparu, mais nous portons encore des chaussures. Côté diffusion, saluons pour conclure la création du club de lecture à faire par Micheline, Merci. ainsi que plusieurs initiatives récentes qui visent à offrir des plateformes d'échange de qualité. Enfin, une solution de diffusion nous vient du web lui-même, dont il faut apprendre à bien se servir. Nous avons créé récemment un blog qui réunit nos experts et auteurs de livres d'affaires. Venez nous visiter, vos commentaires sont les bienvenus, parce que nous aussi, nous avons à apprendre de vous. Merci. Merci Isabelle, c'était très intéressant, de très bonnes questions. Monsieur Boutet, est-ce que vous vous sentez prêt? Oui? Oui, tout à OK, fait. on vous écoute. Très bien. Eh bien, de Marc, nous avons, comme on disait tout à l'heure, mis l'entreprise en place il y a 25 ans maintenant, et avec une motivation de vendre, de diffuser le livre. Je dirais que ce n'était pas exactement ça au départ, mais ça l'est devenu, donc de diffuser le plus possible le livre québécois et également le livre d'affaires, justement. Alors aujourd'hui, c'est 1700 éditeurs qu'on diffuse dans 350 points de vente un peu partout dans le monde, principalement France, Canada, Italie, Espagne. On a mis en place aussi, en 2011, un programme dans les bibliothèques québécoises et on est assez fiers de dire qu'aujourd'hui, on a atteint pratiquement le 2 millionième prêt. OK, bravo. Oui, ce qui est 4 fois plus qu'en Italie, par exemple. Alors, pourtant, on est 10 fois moins. Alors, un système qui fonctionne très bien, qui est très, très utilisé. Il faut se rappeler que le livre numérique est né pratiquement avec le livre d'affaires. C'est ça, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que le Kindle, à l'époque, est né d'abord, c'était la première catégorie vendue, le livre d'affaires, très simplement parce que les premiers acheteurs de Kindle ont été des hommes, des femmes d'affaires qui étaient en voyage, pour qui c'était très pratique, sont en déplacement un peu partout dans le monde et entendent parler d'un nouveau titre et achètent, et avec la commodité qu'on connaît. Alors, C'est un point vraiment intéressant. Je n'étais pas au courant de ça, mais je vais me permettre de vous citer. Est-ce que je le mentionnerai d'abord? Absolument, absolument. Et donc après, bon, on a connu l'évolution que l'on connaît et les enjeux du livre d'affaires. Moi, j'ai découvert d'ailleurs mon Kindle anglophone avec le livre d'affaires, parce que je suis un grand lecteur de livres d'affaires. Je disais récemment, d'ailleurs, il y en a qui disent « Ouais, mais je ne suis pas prêt tout à fait à passer toute ma lecture en livre numérique. » Moi, je suis un fervent de dire « Bien, c'est pas une religion. » Moi, il y a certains titres que je ne lis qu'en numérique, en l'occurrence le livre d'affaires, justement. Et en fait, je mens parce que j'en ai 2 dans mon sac, des livres grave. papier. On ne dit pas à personne. Voilà, je le reconnais. Mais non, mais pratiquement toutes mes lectures de livres d'affaires se font sur numérique, alors que beaucoup de romans, encore en livre de poche, tout ça en vacances. Donc, je suis... voilà, friand de toutes sortes de titres. On va définitivement vous recruter pour un panel, ça c'est sûr. Ah oui? D'accord. Et donc, ce n'est pas une religion. On peut lire encore dans du papier et du numérique, dépendamment des moments de lecture, du type de lecture. Quel paradigme a changé le numérique pour les éditeurs québécois, notamment de livres d'affaires? Ça, c'est un petit peu l'angle de ma présentation. On constate aujourd'hui que de plus en plus d'éditeurs vendent plus de livres numériques en France que de livres papier, des éditeurs québécois. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est que, dans le fond, il y a évidemment une mauvaise distribution du livre québécois ou canadien, en France. Et là, le numérique offre une égalité des chances de distribution en France. À titre d'exemple, Amazon France est devenu pour plusieurs éditeurs le 2e plus important vendeur de titres, derrière d'autres, évidemment, points de vente québécois. Mais donc, Amazon France et les réseaux français de manière plus large, Apple France, Kobo France, sont devenus un diffuseur très important de livres québécois. On voit apparaître aussi toutes sortes de projets qui ouvrent des perspectives pour le livre d'affaires. Des sociétés comme Air France, par exemple, plus près de chez nous, Hydro-Québec, s'intéresse à la mise en place de bibliothèques numériques à l'intérieur d'une entreprise. Donc, de type de vente privée, permettre aux employés d'emprunter des livres numériques. Alors ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus.
Également, l'impression à la demande. Donc, justement, dans mon sac ici, j'ai un livre qui s'appelle Built to Sell. Et ce livre, au moment de sa commande sur Amazon.com, n'existait pas. OK. Alors, ce titre-là n'était pas imprimé. L'utilisateur en a acheté un exemplaire, en l'occurrence moi-même, et il a été imprimé et envoyé au client final. Alors encore là, le numérique ouvre des possibilités pour de courts tirages aux États-Unis, même en Grande-Bretagne. Et ce qu'on voit de plus en Grande-Bretagne, aux États-Unis, même ailleurs dans le monde, en Amérique latine, en Asie, où on sait bien que le livre canadien ou le livre québécois est sans doute mal distribué. Alors, on peut ouvrir ce type de possibilités. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment, là, de pouvoir offrir ce type de possibilités-là. Alors, ça offre justement une égalité. Peut-être plus rapidement, parce qu'on va donner une pause. Après ça, on pourra avoir une discussion ensemble, là, si vous avez peut-être une autre minute. Ben oui, puis on reviendra après sur une vision en plus liée à ça, mais ça ouvre justement la possibilité de distribution plus large du livre. Absolument. Et notamment le livre d'affaires. Je veux dire, c'est sûr qu'au niveau du club, avant de donner la parole à Paul, c'est de permettre au savoir québécois de dépasser les frontières avec rapidité et d'être là sur le marché comme les autres. Donc, je suis tout à fait avec vous là-dessus. Exactement. Donc, on va revenir à vous, puis voilà. on va permettre à Paul maintenant de faire sa petite présentation. Alors, à Seigneur tout honneur, chère Micheline, merci beaucoup de nous réunir ici aujourd'hui. Effectivement, pour moi, le livre d'affaires, c'est une histoire d'amour qui dure depuis aussi longtemps que 30 ans. Wow. Et le livre, pour moi, c'est quelque chose qui m'accompagne, qui m'ouvre des horizons, qui me permet de voyager. Et depuis l'avènement des médias sociaux, est-ce utile de vous dire que c'est une rampe de lancement incroyable? C'est-à-dire que j'ose, à travers les médias sociaux, celui qui est de prédilection pour moi, Twitter, entrer en communication directement avec des auteurs. Tant et si bien qu'en lectrice assidue, passionnée, grâce au club de lecture Affaires, j'ai pu entrer en communication avec une auteure fétiche dans le domaine des relations publiques qui s'appelle Deirdre Breckenridge, qui a écrit un livre qui s'appelle « Putting Back the Publics in Public Relations ». Et je vous le jure, j'ai osé la suivre, j'ai osé tweeter, la retweeter jusqu'à l'inviter à être une auteure invitée dans le club de lecture Affaires. Vous dire ma joie de la voir, de l'entendre et d'échanger. Et donc, pour moi, le livre d'affaires, c'est aussi une passerelle extraordinaire pour créer des liens. Nous sommes ici dans un espace TD. Je ne sais pas si vous avez vu le marque-page. Ça nous dit « Les livres nous gardent à la page, mais la lecture nous aide à trouver notre voie ». Ben, déjà, TD, merci d'y croire. Il y a d'autres commanditaires aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le livre d'affaires m'a permis de renaître à bien des égards. Lorsque confronté à des problèmes, lorsque dans la noirceur, c'était un phare, le fait de savoir que des gens, des experts, que vous me disiez si bien tout à l'heure, se soient penchés sur des questions qui me tarabustaient. Je croyais sincèrement que j'étais toute seule, ben non, et de faire partie d'une communauté aussi. Alors pour moi, le livre, son auteur, fût-il un expert, un écrivain, même Dory Clark, qui a écrit Stand Out, qui a été en revue au Club d'affaires aussi, était autrefois une journaliste blogueuse. Eh bien, maintenant, son talent se traduit aussi en livre. Alors, vous dire l'importance que le livre d'affaires occupe dans ma vie, je n'aurai pas assez de cette heure avec vous, chers amis. Et je me tais pour laisser la place à un autre panéliste. Merci beaucoup, Paul. C'est important pour moi d'avoir la parole du lecteur. Paul, un jour, va me montrer sa bibliothèque. Il semblerait que c'est quelque chose. Alors, je la crois sur parole. Maintenant, Diane Ouellet, c'est bien Ouellet ou Ouellet, j'oublie? Ouellet. Moi, je prononce Ouellet. Ouellet. Alors, on vous cède la parole. Merci encore une fois d'avoir accepté. Merci, Micheline. Effectivement, je crois que c'est la première fois qu'on s'intéresse vraiment à ce que le livre d'affaires. Et je voudrais revenir un petit peu sur ce que disait d'entrée de jeu Marc Boutet, à l'effet que le livre d'affaires nous provient principalement, je pense, du monde anglophone. Parce que si vous regardez la façon que le livre d'affaires est référencé aujourd'hui, on va le retrouver si on est en bibliothèque, dans l'économie, dans la gestion,
Si nous sommes en librairie, on va chercher sur un site web de libraire, on est dans des catégories rayonnage. Et dans la langue française, livre d'affaires, c'est pas un terme auquel on est habitué. J'en souffre, j'en souffre. Tandis qu'en anglais, c'est facile. Business books. Alors, mon propos va porter principalement, moi, sur des faits, des chiffres. Alors, on parlait tout à l'heure, je reviens à ce que disait Mme Quentin, 90 000 nouveautés. Alors, moi, je préfère mentionner 70 000 nouveautés francophones, tout simplement parce que c'est un peu le chiffre officiel de l'industrie traditionnelle. Alors, j'évite là de parler de l'auto-édition, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, si on parle de 70 000 nouveautés par année, il y en a à peu près 7 000 nouvelles publications par année au Québec. Toutes catégories Toutes catégories confondues. Alors, si je regarde en 2014 combien de publications pour le livre d'affaires, on parle d'environ 2000 publications dans ce secteur-là, mais seulement 200 publiées au Québec, principalement dans le secteur du livre d'affaires. Et en 2015, les chiffres d'aujourd'hui, on parle de 135 publications. Et même pour la francophonie, je parle de la France, là, on parle de 1500 publications. Fait que vous voyez qu'il y a une décroissance, fait que ça rejoint les propos de Mme Quentin. Comment on repère, je vous l'ai dit un petit peu, comment on va repérer ces livres d'affaires. Hein? En bibliothèque, c'est un peu compliqué parce qu'on utilise des classifications Dewey qui ne sont pas nécessairement des classifications. Ça s'adresse plutôt à des professionnels, je dirais. Et je voudrais aborder déjà, ça c'est dans l'économie traditionnelle, mais il y a l'économie que j'appellerais non traditionnelle. Je parle de l'auto-édition et des livres blancs que l'on retrouve de plus en plus sur Internet. Maintenant, comment on peut repérer les livres d'affaires? Bon, il faut principalement des bonnes métadonnées. Alors, il y a déjà une étude de Nielsen qui a été publiée en 2012 où on fait vraiment le lien entre les métadonnées et les ventes de livres. Plus de métadonnées, ça égale, ou de meilleures métadonnées est égal plus de ventes. Indéniable. Un éditeur qui ajoute une page couverture à son ouvrage pour diffusion sur les sites Internet, ça l'augmenterait d'environ 268 % les ventes de ces ouvrages. Wow. Si vous avez 4 métadonnées versus aucune métadonnée, on parle de 55 % des ventes. Alors, vous voyez à quel point, aujourd'hui, pour vendre un livre, ça prend une imagette de couverture, un bon résumé. Et il y a également Barker qui a dressé une liste des principales raisons d'acheter un livre. Alors, c'est la couverture et le résumé, en premier, et en deuxième lieu, la notoriété de l'auteur. Je pense que Mme Genet... Oui, j'allais dire, il y a une très bonne équipe de relations publiques. L'auto-édition, les livres blancs, est-ce que ce sont de nouveaux joueurs dans l'industrie? Je croirais que oui. Quand je regarde ce qui se passe, entre autres aux États-Unis, on dit que pour le premier trimestre 2015, l'auto-édition est passée de 14 à 18 % du marché global du livre au Canada, aux États-Unis. Alors, c'est une croissance de 4 % sur une seule année. Pour les auteurs, ça peut sembler aussi intéressant pour augmenter les revenus de vente. On dit que certains auteurs auraient augmenté leurs revenus de vente de 15 à 80 % versus 5 à 6 % avec un éditeur traditionnel. Alors, vous voyez là qu'il y a des enjeux. C'est une révolution, dans le fond, dans le sens de l'industrie. Au Canada, on a très peu de chiffres. On sait que l'auto-édition est beaucoup plus importante du côté soit des Américains ou même du Canada anglais. Il y avait le journal de Star qui révélait en 2013 qu'il y avait maintenant des centaines de milliers de livres qui auraient été auto-publiés. Alors, de quoi se poser vraiment des questions. Mais moi, il y a une
peut-être pour conclure, puis après ça, on va aller dans la discussion, oui? Oui, bon, je pourrais peut-être, j'aurais pu, je mettrai ma présentation Oui, peut-être à on la disposition. mettra sur le club de Mais lecture. ce qui m'a interpellée aussi beaucoup, c'est que j'ai regardé la liste des livres d'affaires incontournables Oui. présentés par le Journal des Affaires en 2014. OK. Il y a 28 livres, dont 21 publiés en anglais et 7 en français. OK. Combien seront traduits en français de cette liste-là? Il y en a un qui est paru en 2015, puis il y en a moins de 5 qui vont paraître en 2016. On pourra en... Alors, on va aller dans reparler. les opportunités avant de tomber à terre. Mais c'est intéressant vos données, Madame Ouellette. On en a très peu. C'est très difficile à trouver, certainement pour une personne comme moi qui n'est pas liée à l'industrie. J'aimerais inviter les panélistes, si vous voulez faire un commentaire sur l'un ou l'autre des contenus que chacun a présentés. Monsieur Boutet, je vous ai coupé la parole tantôt. Peut-être que vous avez une question ou un commentaire à faire en lien avec la présentation de vos collègues. Peut-être un complément sur ce que disait Diane. En fait, plusieurs éditeurs, maintenant francophones, commencent à traduire eux-mêmes leurs ouvrages. Alors que si on se reporte il y a même 3, 4 ou 5 ans, il fallait systématiquement trouver un éditeur anglophone qui allait acquérir une licence, traduire et mettre en marché sur le marché américain ou sur le marché anglais ou un peu ailleurs dans le monde. Alors, une nouvelle tendance, c'est maintenant, comme l'éditeur a accès directement lui-même à Amazon.com, il peut simplement traduire et s'occuper lui-même de sa promotion. Alors que dans le livre papier, il aurait fallu qu'il se trouve un distributeur papier, que le distributeur papier accepte de le distribuer. Ça aurait été un long processus, pratiquement impossible. Alors ça, c'est une autre nouvelle tendance qu'on observe dans le numérique. OK. Je parle de l'anglais, mais l'espagnol s'appliquerait, l'italien. En fait, on peut imaginer plusieurs autres langues où l'éditeur peut prendre lui-même à sa charge la traduction en langues étrangères. Et à titre de lectrice, j'ajouterais qu'il est quand même important, si l'on côtoie des experts ou des auteurs, des écrivains, de s'en remettre aussi à des mains professionnelles qui, eux, ont l'art et la manière de créer les liens dans les réseaux de distribution et plus encore, mais de les maintenir. Ce que je constate parfois dans le réseau de gens qui s'autopublient, c'est qu'à un moment donné, rapidement, il y a un essoufflement. Outre la communauté qui peut rapidement se créer, les échanges qui peuvent se faire à travers les médias sociaux, il reste que d'être accompagné par des experts dans le milieu de l'édition, dans la publication, dans la distribution, je pense que c'est essentiel. Et aussi, au niveau de la traduction, il faut également s'en remettre à des spécialistes parce que le mot traduit n'a pas toujours toutes les couleurs de la sensibilité de la langue dans laquelle on évoque le mot, qui était un mot de départ. Isabelle, oui? Si je peux me permettre, je vais prêcher pour ma paroisse. Go! Un bon langagier améliore la qualité du texte à tous les niveaux. Donc, si l'éditeur travaille déjà avec l'auteur sa matière, il vient d'améliorer ce que l'auteur aurait fait seul. Ensuite, le réviseur linguistique qui passe derrière l'éditeur va à nouveau l'améliorer. Et je soutiens qu'un bon traducteur devrait faire un ouvrage encore meilleur que l'original, parce que plus tu travailles sur une matière qui est déjà bonne, plus tu maximises le résultat. Alors, bien sûr, quand je dis ça, je ne crache pas du tout sur l'auto-édition. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Absolument. Et il y a parfois Oh, de oui, bons tout à fait. résultats. Mais c'est comme acheter, c'est comme se construire sa maison soi-même au lieu d'utiliser un architecte ou de la faire décorer par un designer. Vous n'aurez pas le même résultat parce qu'il n'y aura pas 10 personnes qui se diront « je viens de faire un très bon livre ». Mais pour faire du pouce sur ce point, pour utiliser une expression très québécoise, aujourd'hui, quand même, du côté de la littérature, on a vu que l'autopublication a pu faire en sorte que certains auteurs ont suscité un intérêt qui fait que, à ce moment-là, certaines maisons d'édition ont pu s'intéresser à eux. On souhaite peut-être un peu la même chose du côté du livre d'affaires, dans le sens que pourquoi pas publier à son compte pour créer l'expérience de mettre son savoir sur papier, de développer une communauté autour du livre, parce qu'on le voit beaucoup sur le côté américain, notamment que les auteurs se développent vraiment une communauté autour de leurs livres. Et à ce moment-là, l'autopublication devient une possibilité, le mot qui me vient, c'est peut-être pas le bon, mais rentable, c'est-à-dire que ça vaut la peine de s'investir dans un projet comme ça, mais avec l'espoir qu'un des grands éditeurs, une maison d'édition à ce moment-là, pourrait s'intéresser à la communauté et aux livres, parce que la commercialisation est
drôlement affecté par l'arrivée du Web, ne serait-ce que pour des données techniques comme les métadonnées là, qui sont nécessaires. Mais je ne sais pas si mon commentaire inspire d'autres. Alors, c'est la lectrice qui s'exprime encore. Go. Ce que j'apprécie, c'est de toujours pouvoir, comme Marc le disait tout à l'heure, avoir ma copie papier et ma copie électronique, ne serait-ce que pour partager rapidement des passages du livre. Alors, autrefois, il fallait peut-être photocopier, avoir la permission de l'auteur. Ça, c'est pour ceux qui prenaient le temps d'avoir, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, avec un Kindle, je peux surligner et rapidement partager sur tous mes médias sociaux un passage qui m'a marqué, notamment dans un livre d'affaires. Et qui plus est, lorsqu'on accompagne ses clients qui désirent mieux cerner les tenants et les aboutissants d'une certaine sphère d'activité, le fait de déjà les engager dans cette lecture, dans cette découverte à travers le livre et ensuite de leur offrir le livre papier, je ne peux pas vous dire à quel point c'est un beau continuum. Merci, Paul. D'autres choses, Marc? Oui? J'ai lu sur certaines expérimentations aux États-Unis, justement, parce que le livre se transforme en connaissances praticables dans certains milieux d'affaires. Exact. Alors, certaines entreprises qui ont offert le même livre à une centaine de gestionnaires Tout à fait. au sein d'un réseau social interne, un peu comme on verrait avec Facebook, vont discuter de comment ces connaissances-là se transplantent dans un contexte donné, dans mon entreprise, avec le contexte qu'on lui connaît. Alors, le livre se transforme finalement en connaissances vivantes au sein de l'organisation. Et dans un monde où, dans la surinformation et parfois même dans la... Je vais l'utiliser comme ça, mais où on devient vraiment chacun isolé. On n'a jamais été aussi connectés, mais le livre nous rapproche parce que voilà déjà un sujet de discussion. Oui. Mais un des angles, merci d'avoir soulevé ce point-là, Marc et Paul. Hier, moi, j'étais justement avec des entrepreneurs et une des entreprises qui était présente à ce panel qu'on faisait dans un environnement privé, suite à notre présentation au niveau du club de lecture, ont décidé de bâtir au sein de leur entreprise une salle de lecture. Alors ça fait partie des rêves que j'ai, d'amener le livre, non pas comme une obligation, mais comme un outil de découverte. Aujourd'hui, l'ajout que je ferai à vos commentaires, c'est qu'aujourd'hui, chaque individu est responsable de son avancement, de l'évolution de sa carrière, et il se doit de garder une certaine pertinence, une certaine connaissance de base, une certaine ouverture à des nouveautés, des nouvelles méthodes, des nouvelles approches. Et le livre peut servir d'incitatif à la poursuite de cette connaissance-là. C'est une des grandes motivations pour moi d'aller dans les entreprises, de faire des clubs privés et de travailler avec différentes organisations professionnelles dans le but de leur dire le livre a toujours existé, le livre, bien pas toujours, c'est pas vrai. Le livre d'affaires existe depuis très longtemps maintenant, on le sait, mais ne l'oublions pas. Donc, moi, je veux devenir la Renaissance Queen du livre d'affaires. Je compte sur votre appui dans cet effort-là, de le ramener à la table, de le faire découvrir et de le faire découvrir, entre autres, via dans le volet public du club, par la bouche de son lecteur. Donc, merci de m'avoir Ça m'a fait du bien de dire ça. Ça m'a fait du bien. D'autres éléments du marché, des opportunités du marché, où est-ce qu'on les trouve? Comment est-ce qu'on peut faire valoir ce savoir québécois, là? L'électronique, le numérique nous aide beaucoup, mais est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Est-ce qu'on voit d'autres opportunités? Plusieurs de nos auteurs sont des formateurs ou des conférenciers. J'ai envie de dire l'éditeur est le deuxième meilleur vendeur de leurs livres parce que ce sont eux qui portent leur message. Et c'est pour ça qu'on travaille très étroitement ensemble aussi. Si l'auteur offre à l'intérieur de sa formation, sa conférence, un livre à chaque personne, c'est bien mieux qu'un photocopier PowerPoint. Et ça permet à ces gens-là de s'en parler à la pause café le lendemain, de le faire connaître eux-mêmes. Ça met l'épaule à la roue, comme disent nos amis anglophones. Et nous, on travaille très, très finement avec les auteurs. Si bien qu'ils deviennent des revendeurs indirects de leurs livres et profitent de cette marge-là aussi. Alors, je voudrais revenir aussi sur l'illusion, parfois, qu'on fait beaucoup plus d'argent en s'auto-publiant. Si un auteur, par exemple chez nous, et je pense que d'autres éditeurs le font,
obtient la même remise que le libraire plus ses droits d'auteur, laissez-moi vous dire qu'il fait beaucoup plus d'argent que l'éditeur sur chaque exemplaire vendu et qu'il n'a pas le souci de le vendre, d'être au Salon du Livre, de faire le tour des libraires, etc., et de le produire. Donc, c'est une nouvelle relation avec l'auteur aussi qui s'installe et que nous, on vit en tout cas avec plaisir. Si je peux me permettre, en vantant le fait que ce panel allait avoir lieu, pas plus tard qu'il y a 2 jours, auprès de mon nouvel ami Luc Fortin de Vues et Voix, qui expose ici d'ailleurs, ici, avec les prix Euphoria. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais il me demande la question toute banale, mais Paul, qu'est-ce qu'un livre d'affaires? Oh non! Alors voilà, moi j'aimerais vous entendre par rapport à votre définition, parce que moi je vous ai un peu donné le fait, c'était très romancé, la rampe de lancement, ça ouvre des horizons, ça fait voyager, mais j'aimerais vous entendre chacun d'entre vous et Micheline aussi, oui, en une phrase, ce qu'est le livre d'affaires. OK. Alors, il y a 3 formes. L'essai, le livre pratique et l'histoire d'entreprise ou les biographies d'entrepreneurs. Ça, c'est les formats. Très bien, merci. On y va avec vous, cher ami. Gestion d'entreprise, économie, développement personnel. Très bien. Marc? Tout a à peu près été dit, mais moi, je dirais que c'est un outil d'éducation pour un gestionnaire. Et ça peut recouper toutes sortes de... C'est un outil de développement personnel pour un gestionnaire, mais aussi un employé, en fait, qui veut développer sa carrière. Donc, je crois que c'est même plus large que strictement livre d'affaires dans ma vision des choses. Définitivement. Et Micheline, qu'est-ce que vous diriez? Mais moi, je suis du côté de Marc. Moi, j'aime tellement les livres d'affaires et je leur donne le sens le plus large possible. Donc, pour moi, c'est un livre qui permet à un entrepreneur, à un chef d'entreprise, un professionnel, un salarié d'aller plus loin dans ses projets, dans la réalisation de ses objectifs. Et ça peut inclure un livre de philosophie, comme un livre de gestion, comme toutes les catégories qu'on connaît. Mais j'aimerais beaucoup trouver une formule qui nous permet d'avoir ce mot, tu as dit hashtag, qui dit business books, mais qui a un punch, qui a vraiment une force pour que ça devienne évocateur. Dans mes rêves un peu fous de sortir le livre, d'en faire un ouvrage qui intéresse beaucoup plus que ce qu'on voit. Et toi? Et bien, en fait, je vous posais la question parce que, comme lectrice, quand je me retrouve à magasiner sur le web ou ailleurs en librairie, et pour moi, c'est un ouvrage de référence. Okay. Alors, c'est une référence. Mais là, on me promène à travers tous les rayons selon que c'est pour une croissance professionnelle ou personnelle, selon que c'est l'avis d'un expert que je recherche. Alors, je me plais à dire parfois, quand je me retrouve avec des amis qui sont anglophones, que je fais partie de la communauté de BBC, Business Book Clubbing. Parce qu'on essaie de trouver une façon élégante d'appartenir, mais d'expliquer. Et j'ai dit à mon nouvel ami Luc, alors pour moi, le livre d'affaires, ça fait de moi une meilleure femme d'affaires, c'est-à-dire que j'y trouve des façons d'être, des façons de faire aussi. Et ça m'amène à aller plus loin dans ma vision de ce que sont les affaires, à la base. Oui. Et les affaires, et là, il me dit, mais est-ce que tu englobes aussi tous les organismes à but non lucratif, etc.? Absolument, absolument. Tout à fait. Mais la question n'est pas simple. Moi, je dis qu'il faut être ici l'année prochaine pour un deuxième panel. Il faut revenir. Quand même, Il nous reste 5 minutes. Encore une fois, on remercie beaucoup le Salon de nous avoir accueillis. Je ne sais pas s'il y aurait une question. On aurait 5 minutes pour y répondre de la part de certaines personnes ici. Non? Bon, ben regardez, vous avez eu votre chance. Alors, non, mais je pense que c'est à nous de poursuivre la discussion. D'autres aspects, on sait que la distribution est un facteur. Avec Amazon, il facilite nos vies, mais il rend la vie difficile à beaucoup d'entreprises, à mon avis. De faire avoir des étagères plus grandes dans les librairies, c'est un autre enjeu. C'est pas facile. Même des grands distributeurs laissent peu de place. Donc, il faut travailler sur faire connaître les livres. J'espère que le club aidera dans ce sens-là. Est-ce qu'on a d'autres idées sur créer les opportunités? Oui. On parle d'Amazon, mais au Québec, on a quand même d'excellents libraires en ligne. Enfin, pas qu'en ligne, mais oui. Archambault, se sont taillés une belle place dans le numérique. Les libraires indépendants se sont aussi
se sont taillés une belle place dans le numérique. Et ça, c'est une situation exceptionnelle à ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Quand on parle de l'Italie ou l'Espagne, où on est aussi implanté, les Big Five ou Big Three, là, Amazon, Apple et compagnie, occupent parfois 90 à 95 du marché, ce qui n'est pas le cas du tout au Québec, notamment grâce aux bibliothèques. Pas que, mais notamment grâce aux bibliothèques. Alors, je pense que ce sont de belles opportunités. Il faudrait en faire davantage la promotion du livre d'affaires dans ces canaux. Merci. Je vous laisse aller avec Diane, mais je vais revenir sur les bibliothèques. Oui. D'autres chiffres du marché. Oh, oui. Alors, le livre n'est vraiment pas mort. Good. Et si on regarde juste les chiffres de vente pour le mois d'octobre, on est en progression de 6 Bravo. 6,6 Et si on regarde depuis le début de l'année, ben on a regagné, dans le fond, ce qu'on avait perdu au début de l'année. Fait qu'on est aujourd'hui à 1 d'augmentation par rapport à l'année passée. Alors, tout ça pour dire que le livre imprimé n'est pas mort. Le livre, dans son sens large, a longue vie devant lui. Et il faut, je pense, examiner aussi quels sont les... Il y aura toujours des lecteurs de livres imprimés. Moi, je suis lectrice numérique, papier. Je lis des livres, les livres blancs, qui m'apprennent aussi en tant que gestionnaire, me donnent des facilités, des spécifications fonctionnelles dans mon travail. Mais donc, il faut regarder dans son sens large le livre. Alors, je pense qu'il y a des belles pistes d'opportunités pour les éditeurs. Ça me donne l'occasion d'utiliser mon expression préférée. Il y a de la hope. Vous êtes censé rire, là. Alors, les bibliothèques, moi, je suis une grande amoureuse des bibliothèques, font d'ailleurs beaucoup d'argent avec moi, faute de retard. Mais j'aimerais signaler, entre autres, la Bibliothèque nationale ici. Moi, je suis une visiteuse assidue. Je sors des livres à la dizaine et la douzaine. Mais énormément d'ouvrages sont maintenant disponibles en version numérique. Et donc, si vous voulez tout simplement des fois découvrir un livre d'affaires, vous serez surpris de voir la diversité de la collection de livres d'affaires à la Bibliothèque nationale. Je suis étonnée moi-même. Beaucoup de nouveautés. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de publications en anglais. On ne peut rien y faire. Mais des fois que ça nous inspire à développer nos propres ouvrages, il n'y a pas de mal à ça. Donc, je vous encourage beaucoup à vous abonner à la Bibliothèque nationale et d'autres bibliothèques régionales aussi qui offrent énormément de collections. Il nous reste une minute. J'aimerais remercier encore une fois très sincèrement le panel. Je vous donne un petit 20 secondes chacun, un dernier petit mot. Puis encore, merci beaucoup à tout le monde ici d'être venu. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir vu autant de gens, en fait. Merci. Alors, Paul, un dernier... écoutez, moi, je vous donne rendez-vous au prochain club de lecture d'affaires, oui, Micheline. Les panels vont être annoncés pour après Noël, mais la prochaine activité, c'est une entrevue avec une auteure, une personne connue, Mme Nicole Simard, le 14 décembre sur le web, c'est gratuit. Allez sur le site web du club de lecture affaires, vous allez voir l'information. Merci, Paul. Merci. Tu vois, j'ai encore besoin de me raffiner sur mon pitch. Moi, je vous invite à essayer le service prêt numérique de votre bibliothèque locale. En fait, soit la Bibliothèque nationale ou pratiquement toutes les bibliothèques maintenant du Québec sont sur prêt numérique. Alors, je vous invite à l'essayer. C'est excellent. C'est grâce à vous, ça, hein? Oui, c'est grâce à nous aussi. Merci beaucoup. Et à l'ensemble du réseau avec qui on a travaillé main dans la main, les libraires, les bibliothèques, la SODEC. Donc, un grand travail d'équipe. Mais c'était marqué dans votre biographie, innovateur, visionnaire, des choses comme ça, hein? C'est faux. Diane? Bien, moi, je vous invite à rencontrer vos libraires et à consulter les rayons de vos libraires. Et aussi, moi, je m'engage à collaborer avec Paul et avec Micheline pour un meilleur référencement des ouvrages et livres d'affaires. Wow! Travaillons là-dessus. C'est enregistré. C'est enregistré. Merci infiniment, Diane. Et Isabelle? Eh bien, moi, j'ajouterais qu'on travaille quand même pas mal d'heures. Hein. Dans une journée, on travaille pas mal d'années dans notre vie. Pour la plupart d'entre nous, je le souhaite, on y découvre de grandes choses, on se réalise. Donc, pourquoi pas un livre d'affaires qui est l'art de vivre en entreprise? Hein? Voilà, merci pour... Alors, allez acheter des livres d'affaires maintenant. Il y en a plusieurs. Faites le tour, vous allez trouver des choses qui vont vous inspirer pour aller plus loin dans votre vie personnelle et professionnelle. Merci beaucoup. Merci d'être là. Bon salon. Bon salon.